Il est des secrets qu'aucune histoire n'a jamais révélés. À leur faire noircir des pages, à les livrer à l'incertitude de l'avenir, on aurait trop peur de les salir. On préfère les garder au fond de soi, que leur immortalité est la pureté de l'éther, pas la noirceur de l'encre. Tu ignores depuis combien de siècles je suis là, dans l'obscurité de ma tour. Depuis combien de siècles ces roses d'hiver mordent mon corps et m'apportent la vie. Tu sais encore moins combien de secrets se sont dilués dans mes veines. Et parmi eux, il y a Apostasie. J'ai acheté Apostasie il y a bientôt 3 ans aux Imaginales 2019. J'avais très envie de le lire depuis le moment où je l'ai eu entre les mains, parce qu'on m'en avait dit beaucoup de bien et que j'avais beaucoup apprécié l'échange que j'avais eu avec l'auteur Vincent Tassi. Et pourtant j'ai repoussé sa lecture sans trop savoir pourquoi, en me disant que je sentirais bien quand viendrait le moment de le lire. Et il y a 1 an maintenant, presque jour pour jour, dans une longue période mélancolique comme ça m'arrive souvent, je sentais qu'il m'était impossible de lire, d'écouter ou de regarder quoi que ce soit de joyeux. Il y a des jours où on n'a pas envie d'aller bien. C'est comme ça. Et j'ai tendance à penser que quand on veut qu'une émotion nous quitte, essayer de la tuer, c'est rarement une bonne idée. Elle se débat et elle revient avec fureur plus vive et plus intense encore. Mieux vaut alors lui permettre de vivre pleinement jusqu'à ce qu'elle s'écoule ou s'évapore complètement. Et sans même que mon regard ne se soit posé sur le livre, sans même être face à ma bibliothèque, j'ai pensé à Apostasie. Je l'ai commencé le soir vers 21 heures et je l'ai terminé le lendemain vers minuit. Je lis assez lentement. Et pourtant je l'ai terminé en à peine plus de 24 heures. Dès les premières lignes, j'ai été happé par le récit. Et quand je dis les premières lignes, je le dis au sens le plus littéral. Les premiers mots m'ont immédiatement parlé et je me suis laissé entraîner dans l'histoire d'Anthelme, le personnage principal. J'étais envoûté par sa vie en ermite au milieu de sa forêt aux arbres rouges et charmé par le monde vu à travers ses yeux. J'y retrouvais précisément ce que je ressentais au moment où j'ai ouvert le livre et je me suis senti profondément apaisé. Une sensation de bien-être et une mélancolie douce se sont emparées de moi, au point que j'avais peur qu'un autre être humain ne vienne briser la retraite d'Anthelme dans la forêt et ma propre retraite dans la fiction. C'était il y a 10 ans, à peu de choses près. Comme je n'avais aucune attache dans le monde, j'avais naïvement décidé d'expérimenter la vie d'ermite. J'étais un garçon un peu fade, pas très intéressant, lamentable dans les conversations. J'allais à l'université sans grande conviction et je rentrais chez moi sans grande conviction non plus. Ma famille n'avait pas particulièrement tenu à maintenir des liens avec moi et je n'avais jamais connu d'amitié bien sérieuse, d'amour encore moins. J'en rêvais souvent, mais comme d'une image diffuse et imprécise, une beauté sans visage qui me sauverait un jour de la nuit. Seuls les livres m'accompagnaient. J'aimais ceux qui racontaient des vies fabuleuses et solitaires et qui peignaient des lieux enchantés. J'avais une disposition d'esprit particulière, une foi magnifique habitait mon cœur. Si ma vie telle qu'elle était ne m'inspirait rien d'autre que du désespoir, je sentais que la joie existait quelque part. Je pris très simplement la décision d'aller la chercher. J'emportais le strict nécessaire et de jour comme de nuit, j'arpentais des sentiers perdus. Un but précis, pas de destination précise. La joie revenait, déjà. C'était bon d'être là, de voir ma propre image, celle de quelqu'un qui s'enfuit. Dans les campagnes inconnues, j'entendais toujours plus distinctement l'appel d'un refuge. Mon errance m'exaltait, mais je voulais m'établir quelque part, dans un endroit tranquille où je trouverais la magie en laquelle je croyais tant. J'y parvins. Après avoir traversé un petit village perché sur un belvédère ensoleillé, je m'enfonçai dans une route forestière qui sillonnait les montagnes et qui aboutissait à l'orée d'un bois formidablement touffu. La frontière entre le monde que je quittais et celui qui m'accueillait n'eût pu être plus précisément marquée, car les arbres de la lisière se paraient d'un feuillage rouge sombre, couleur vineuse de rêve et de désir.
Au seuil de ce lieu, que je baptisai immédiatement forêt des arbres rouges avec une spontanéité enfantine, plus aucun appel ne résonnait dans ma tête. Mon refuge s'étalait devant moi comme un infini lacis de veines. Là, je devais être. Il faut savoir que je lis beaucoup à voix haute. Je pense qu'au moins la moitié de mes lectures se fait à voix haute. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Certains textes me deviennent plus facilement abordables comme ça, et il m'est plus facile de les comprendre et de m'immerger en eux. C'est un exercice qui me permet aussi d'apprécier d'autant plus l'écriture et la langue d'un auteur ou d'une autrice, de m'en imprégner, de goûter les mots. Et c'est précisément ce que j'y ai retrouvé, le goût du mot juste et beau. J'ai voyagé aux côtés de personnages géants et authentiques dont le destin pourrait se retrouver dans une tragédie antique. Des personnages que je n'ai jamais pu condamner, même quand ils en venaient à commettre les actes les plus abominables. Je ne pouvais pas leur dire pourquoi tu as fait ça ou tu aurais dû faire autrement, mais seulement leur dire je sais, je suis désolé et je t'aime. Le sentiment général est banni de ce livre. Tout est en détail, en précision. Pourtant, même dans les moments contemplatifs, je ne me suis pas ennuyé. Ils ont au contraire rendu ma lecture plus intense encore. Je n'ai pas vécu cette prise de recul ou ce détachement si désagréable qu'on peut ressentir lors d'un passage descriptif au milieu d'une histoire qui nous captive. Pas du tout. Ici, ces descriptions sont incorporées au récit et elles lui donnent plus de chair, plus de profondeur, le rendent plus large. Les lieux deviennent aussi vivants que les personnages. Un détail surprenant d'ailleurs, l'auteur pousse la description de l'horreur jusqu'au bout sans jamais être impudique. Si la figure du vampire n'est presque qu'un prétexte à l'exploration de l'émotion, on se plonge néanmoins dans les ressentis du vampire et j'ai préféré cette approche à celle d'Anne Rice dans Entretien avec un vampire qui m'avait déjà beaucoup séduit. J'y ai retrouvé beaucoup de sensations que j'avais pu ressentir devant le film Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, quelque chose d'à la fois flottant et sensitif, détaché et intense. Oui, j'emploie beaucoup l'adjectif intense. Comme je l'ai dit, j'ai lu cette œuvre à voix haute dans sa quasi-entièreté et c'était transcendantal. J'éprouvais un besoin féroce de continuer, de ne pas m'arrêter. J'ai commencé à avoir mal à la gorge à force de lire à voix haute sans faire de vraies pauses, mais j'ai continué, je ne voulais pas, je ne pouvais pas m'arrêter. Non pas animé par le besoin de savoir ce qui va se passer, comme un roman à suspense peut nous tenir en haleine, j'avais besoin de vivre cette histoire jusqu'au bout. Cependant, même s'il n'a rien d'un roman à suspense, rien dans la première partie ne nous permet de deviner ce que sera la deuxième partie, et rien dans la deuxième partie ne nous permet de deviner ce que sera la troisième partie. Si vous vous lancez dans cette lecture, ce n'est rien de dire que vous n'êtes pas prêt. Pendant 24 heures, j'étais fasciné par l'œuvre, émerveillé par la beauté de ses ombres et la qualité de sa lumière. Plein d'amour pour ses personnages, en particulier ceux qui cherchent un sens dans la mort après avoir abandonné l'espoir d'en trouver un dans la vie, qui ont une sensibilité trop accrue pour ignorer la brutalité du monde, ceux qui, comme le dit Purcell, dont le dur destin leur fait endurer des peines telles que seule la mort peut guérir. Pourtant, on ne s'apitoie pas, on ne se lamente pas sur la douleur, on ne cherche pas à l'expliquer non plus, on la raconte, on la dit, on la sublime. J'ai pu rencontrer l'auteur à nouveau cet automne, à nouveau aux Imaginales, et comme je savais qu'il était aussi artiste musical, j'ai pu lui demander en quoi cela affectait toute son œuvre. Il m'a répondu que ça avait tout à voir, qu'il voyait l'écriture comme de la musique et le texte comme une partition. Je suis d'accord, ce roman est une symphonie. Tu veux que je te dise pourquoi on tremble? Parce qu'on crève de jalousie. Tous ces livres que je viens de balancer, je les ai lus, je les connais même très bien. Ils étaient posés là, sur les étagères, sans ordre, pas rangés, trop de passion pour ranger, trop de désir, trop envie de dévorer ce qu'il y a en eux, trop envie de vivre. Parce que tu sais ce que c'est la passion d'Ariane. C'est être vivante, c'est mourir un jour. Il n'y a pas un seul de ces livres
qui ne parle pas de la mort. Elle est heureuse, Ariane, tellement heureuse. Elle communie avec ses livres, elle discute avec eux de secrets qu'aucun d'eux ne veut percer. Elle aime le mystère qui l'attend. Elle imagine ce qu'il pourrait être. Parfois, certains livres l'aident à le dessiner dans son esprit, mais il n'a jamais la même forme, il change en permanence. Ariane vit ce que j'ai toujours rêvé de vivre. Elle traverse les jours avec la légèreté de ce qui s'en ira. À la fin de ma lecture, je me sentais à la fois bouleversé et vide, avec cette peur de lire autre chose, cette certitude d'être déçu après pareille lecture, avec cette sensation d'avoir retrouvé ce que je ressentais au plus profond de moi-même, et avec cette étrange question en tête: avons-nous besoin de nos rêves pour exister, ou bien est-ce pour nos rêves que nous existons? J'en suis sorti déplacé, changé, et j'en garde quelque chose de précieux au creux du cœur. Il est surprenant que je ne sorte cet épisode de Légendarion qu'aujourd'hui. Je l'ai écrit quelques semaines après ma lecture, mais je n'ai pu l'enregistrer et le rendre public qu'un an plus tard. Je savais que j'aurais besoin d'un peu de temps, d'une prise de recul, mais je ne pensais pas que ce serait aussi long. Vincent Tassi est, à mon sens, de ces auteurs qu'on a envie de remercier de dire le monde. Je suis et je serai probablement toujours quelqu'un de mélancolique, mais aujourd'hui, après Apostasie, ma joie est plus vive, ma mélancolie plus douce. La vie n'est pas moins dure, mais elle est plus belle. Tous les romans n'ont pas cet effet-là sur moi. Je ne peux que vous encourager à lire Apostasie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Il est important de rappeler qu'il s'agit bien là de ma propre expérience de lecture et je suis très curieux de connaître la vôtre si vous l'avez déjà lu. Je suis désolé pour la qualité sonore, je n'ai pas de moyens. Je fais avec les moyens du bord et je vis dans un appartement qui est assez bruyant, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite dans l'enregistrement. Je vous quitte avec ce qui est selon moi la plus belle citation de ce livre. Je ne veux pas dire que je crois au paradis après la mort, non. Je crois que la mort réconcilie l'être avec tout ce que vivre a détruit.